Avez-vous déjà ressenti qu'une simple photographie ancienne pouvait renfermer un secret capable de bouleverser toute une famille, même des générations plus tard? En 1930, dans une maison bourgeoise des alentours de Lyon, un adolescent posa pour un portrait familial. Et, ce jour-là, une jeune domestique s'avança pour ajuster son col devant l'objectif. Ce geste, banal en apparence, fut le déclencheur silencieux d'un drame intime que personne n'aurait imaginé. Car plusieurs décennies plus tard, lorsqu'une petite fille fouilla les objets oubliés de sa grand-mère, ce même cliché réapparut. Et ce qu'elle découvrit derrière cette image fit vaciller tout ce qu'elle croyait savoir sur ses origines. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatique et dramatisée, profondément inspirée de réalités qui ont marqué notre société. Avant de plonger dans cette histoire dramatisée, prenez une seconde pour vous abonner, liker la vidéo et écrire dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide énormément à continuer à produire des récits profonds, humains et porteurs de sens. Sur cette photographie de 1930, une jeune domestique ajuste le col d'un adolescent en costume sombre. Leurs regards ne se croisent pas directement, mais quelque chose dans ce geste, la délicatesse des doigts sur le tissu, l'inclinaison presque imperceptible de la tête du garçon vers elle, révèle un secret que personne ne devait voir. Ce secret allait traverser 3 générations avant d'exploser enfin à la lumière. Et tout commença dans le jardin d'une maison bourgeoise aux abords de Lyon, par un après-midi d'été, où le photographe demanda à tout le monde de sourire. Marguerite Delon avait 22 ans ce jour-là. Elle venait d'une petite commune viticole où son père, métayer, était mort d'une pneumonie quand elle avait 14 ans. Sa mère, épuisée, l'avait placée comme domestique dans des maisons de la région. D'abord chez un notaire qui la réveillait, à 5 heures pour allumer les poêles, ensuite chez un médecin dont l'épouse comptait chaque morceau de pain, enfin chez les Morel. La famille Morel possédait une manufacture textile en pleine expansion. Monsieur Morel, homme rigide au regard froid, dirigeait l'entreprise avec une main de fer. Madame Morel, issue d'une lignée de commerçants enrichis, surveillait la maison avec la même rigueur que son mari surveillait les ouvriers. Entre eux, il y avait Julien, le fils unique, 17 ans, pensionnaire dans un lycée réputé de la ville. Marguerite avait appris à être invisible. Elle connaissait les règles non écrites du service domestique. Ne jamais regarder les maîtres dans les yeux, ne jamais s'asseoir en leur présence, utiliser l'escalier de service, manger dans la cuisine après que la famille ait terminé. Les archives municipales de Lyon conservent encore aujourd'hui les contrats de domestiques de cette époque. Documents secs qui réduisaient des vies entières à quelques lignes. Nom, âge, salaire mensuel, jour de congé. Marguerite touchait 40 francs par mois, avait droit à un dimanche sur 2, dormait dans une chambre sous les toiles au 6e étage. L'hiver, le froid traversait les murs minces. L'été, la chaleur transformait la pièce en fournaise. Mais elle avait un toit, 3 repas, et personne ne la frappait. C'était déjà mieux que ce qu'elle avait connu. Julien revenait pour les vacances scolaires. À chaque retour, Marguerite remarquait les changements. La voix qui mûrissait, les épaules qui s'élargissaient, le regard qui se durcissait. Le pensionnat était réputé pour sa discipline stricte. Les élèves se levaient à 6 heures, priaient avant chaque repas, étudièrent le latin et les mathématiques jusqu'à l'épuisement. Julien détestait ce système. Il détestait les professeurs qui frappaient les mains avec des règles en bois, les dortoirs glaciales, la nourriture infecte, l'hypocrisie des discours moraux prononcés par des hommes cruels. Mais surtout, il détestait revenir dans cette maison où son père le traitait comme un investissement plutôt qu'un fils. Les premiers échanges entre Marguerite et Julien furent banals. Elle ramassait les livres qu'il laissait éparpillés dans le salon. Il la remerciait d'un signe de tête distrait. Puis, un soir d'automne 1928, elle le trouva pleurant dans la bibliothèque. Il venait d'apprendre que son père avait licencié 20 ouvriers pour installer de nouvelles machines. Marguerite ne dit rien, déposa simplement un mouchoir propre sur le bureau et sortit. Le lendemain, Julien laissa un livre ouvert dans la cuisine, un recueil de poèmes de Verlaine, avec un marque-page sur un verre souligné « Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte ».
Marguerite, qui avait appris à lire grâce à l'institutrice de son village, comprit le message. Elle laissa une réponse le soir même, un seul mot écrit au crayon sur un bout de papier glissé dans le livre. Courage. Ainsi commença leur correspondance secrète. Des mots échangés via des livres oubliés, des poèmes marqués, des phrases griffonnées. Jamais rien de compromettant, jamais de déclaration directe, mais une complicité qui grandissait dans le silence. Julien lui parlait de ses doutes, de son dégoût face à l'injustice qu'il voyait partout. Marguerite lui parlait de la vie qu'elle avait quittée, des vignes en fleurs au printemps, de sa mère qu'elle n'avait pas revue depuis 4 ans. Dans une France où les classes sociales étaient séparées par des murs invisibles mais infranchissables, où une domestique surprise en train de parler familièrement avec le fils de la maison pouvait être renvoyée sur le champ, il construisait un lien dangereux. L'été 1930 fut différent. Julien avait terminé ses études secondaires. Son père voulait le faire entrer à l'école des hautes études commerciales pour qu'il prenne la direction de la manufacture. Julien savait que c'était la fin de toute liberté. Une photographie de famille fut organisée pour marquer cette transition, ce passage vers l'âge adulte. Le photographe installa son matériel dans le jardin, positionna chacun selon la hiérarchie familiale. Monsieur et Madame Morel au centre, la tante Mathilde à gauche, Julien devant. Mais le col de sa chemise était de travers, mal ajusté. Madame Morel, impatiente, appela Marguerite d'un geste sec. « Arrangez ça, nous n'avons pas toute la journée. » Marguerite s'approcha. Ses doigts touchèrent le tissu blanc du col, ajustèrent le nœud de la cravate. Julien baissa légèrement la tête vers elle, un geste infinitésimal que seul l'objectif du photographe captura. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Dans ce regard, il y avait une promesse muette. Ce soir, après que tout le monde soit couché, ils se retrouveraient dans la remise du jardin. Ce serait la première fois qu'ils se parleraient vraiment, sans livres entre eux, sans code secret. La première fois qu'ils admettraient ce qui grandissait entre eux depuis 2 ans. La première fois qu'ils franchiraient la ligne invisible qui séparait leur monde. Le photographe déclencha l'obturateur. La famille Morel se dispersa. Personne ne remarqua que Marguerite gardait les yeux fixés sur Julien un instant de trop. Personne ne vit qu'il lui glissa un bout de papier dans la main en passant près d'elle. Personne ne soupçonna que cette photographie, conservée dans un album familial, deviendrait un jour la preuve d'un amour impossible qui allait bouleverser 3 générations. Cette nuit-là, à minuit, Marguerite descendit l'escalier de service en retenant son souffle. Chaque marche craquait sous ses pieds. Si quelqu'un la surprenait, elle serait renvoyée immédiatement, sans recommandation, peut-être même accusée de vol. Mais elle continua. Dans la remise qui sentait la terre humide et le bois coupé, Julien l'attendait. Ils ne dirent rien pendant de longues secondes, puis il prit sa main. « Je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir », murmura-t-il. Marguerite ferma les yeux. Elle savait ce que ces mots signifiaient. Elle savait que répondre changerait tout, que ne rien dire la protégerait. Mais elle était fatiguée de se protéger. « Moi non plus », répondit-elle. Ce qui suivit fut à la fois simple et terrifiant. Un premier baiser échangé dans l'obscurité. Une étreinte qui dura jusqu'à ce que le froid de la nuit les force à se séparer. Des promesses qu'ils savaient impossibles à tenir. Comment pouvaient-ils imaginer un avenir ensemble, dans une société qui interdisait de tels rapprochements? Comment Julien pouvait-il présenter Marguerite à son père sans provoquer un scandale? Comment Marguerite pouvait-elle espérer autre chose qu'une liaison clandestine, qui la détruirait? Ils ne trouvèrent pas de réponse cette nuit-là, seulement la certitude qu'ils s'aimaient, et que cet amour allait les dévorer. Quand ils se quittèrent aux premières lueurs de l'aube, aucun des deux ne savait que Marguerite portait déjà en elle la preuve de leur transgression. Un enfant qui changerait le cours de 3 vies, et dont l'existence resterait cachée pendant 45 ans. Septembre 1930. Julien était reparti pour Paris, où son père l'avait inscrit à l'école des hautes études commerciales. Marguerite était restée dans la maison des Morel, continuant ses tâches quotidiennes. Laver le linge à la main dans de grandes bassines en zinc, repasser les draps avec un fer chauffé sur le poêle, récurer les escaliers à genoux,
préparer les repas que la cuisinière superviserait. Ses mains étaient rouges, gercées par l'eau froide et le savon de cendre. Ses genoux portaient des bleus permanents. Mais ce qui la terrifiait le plus, ce n'était pas la douleur physique, c'était le retard. 3 semaines, puis 4, puis 6. Les femmes de sa génération connaissaient les signes. Elles en parlaient à voix basse dans les lavoirs, échangeaient des recettes de tisane censées provoquer les règles, des adresses de sages-femmes qui acceptaient de pratiquer certaines interventions. Marguerite savait qu'elle portait l'enfant de Julien. Elle savait aussi que cet enfant signifiait sa ruine. Une domestique enceinte était immédiatement congédiée, accusée de débauche, privée de référence. Les registres des hospices de Lyon pour cette période montrent que des dizaines de jeunes femmes dans sa situation finissaient à la rue, certaines abandonnant leur nouveau-né dans des tours d'abandon, d'autres mourant en couche dans des conditions misérables. Marguerite essaya d'abord de cacher son état. Elle serra ses corsets plus forts, porta des tabliers plus amples, évita les regards. Mais en novembre, les nausées matinales devinrent impossibles à dissimuler. La gouvernante, Madame Blanchard, une femme sèche qui dirigeait le personnel domestique avec une autorité militaire, la surprit vomissant dans le cabinet de toilette des domestiques. Le diagnostic fut immédiat. Madame Blanchard ne posa aucune question, n'offrit aucune compassion. Elle alla directement voir Madame Morel. L'interrogatoire eut lieu dans le petit salon, la pièce où Madame Morel recevait les fournisseurs et réglait les affaires de la maison. Marguerite se tenait debout, les mains croisées sur son tablier, tandis que Madame Morel, assise dans un fauteuil en velours bordeaux, la fixait avec un mélange de dégoût et de curiosité morbide. Qui est le père? La question tomba comme un couperet. Marguerite ne répondit pas. Elle savait que nommer Julien le détruirait, ruinerait son avenir, transformerait leur amour en scandale sordide. Une fille des villages voisins, mentit-elle. Un ouvrier de passage. Madame Morel ne la crut pas une seconde, mais le mensonge lui offrait une porte de sortie convenable. Vous quitterez cette maison demain matin. Nous vous donnerons 100 francs, assez pour vous installer ailleurs. En échange, vous ne prononcerez jamais le nom de cette famille. Jamais. Si vous tentez de nous faire chanter, si vous répandez des rumeurs, nous avons des relations dans tous les commissariats de Lyon. Personne ne croira une domestique. Les 100 francs étaient posés sur le guéridon en acajou, billets pliés, argent de la honte. Marguerite les regarda longtemps. Elle pensa à son ventre qui s'arrondissait, à l'hiver qui approchait, aux loyers à payer. Puis elle redressa la tête et dit d'une voix claire, « Gardez votre argent. Je ne veux rien de vous. » Elle sortit du salon, monta dans sa chambre sous les toits, rassembla ses quelques affaires dans une valise en carton bouilli. 2 robes, un châle, une photographie de ses parents morts. Le lendemain, à l'aube, elle partit par la porte de service. Personne ne lui dit au revoir. Personne ne lui souhaita bonne chance. Elle marcha dans les rues de Lyon, avec sa valise et 20 francs économisés au fil des mois, tout ce qu'elle possédait au monde. Les premières heures, elle chercha du travail. Les portes se fermaient dès qu'on remarquait son ventre. On ne veut pas de problèmes ici. Revenez après l'accouchement. Nous n'embauchons pas votre sorte. Elle finit par trouver une pension ouvrière dans le quartier de la Guillotière, une chambre minuscule au 5e étage, qu'elle partageait avec 2 autres femmes. 10 francs par semaine, eau froide au bout du couloir, latrine commune, punaise dans les matelas. Pour survivre, Marguerite faisait des lessives. Elle allait chercher le linge sale chez les familles bourgeoises, le lavait dans les bassins publics installés le long du Rhône, le rapportait propre et repassé. Ses mains s'abîmaient dans l'eau glacée de l'hiver. Son dos la faisait souffrir sous le poids des paniers mouillés. Mais elle continuait, jour après jour, parce qu'arrêter signifiait mourir. Les registres des dispensaires municipaux mentionnent son nom. Marguerite Delon, 23 ans, sans profession déclarée, enceinte de 6 mois, anémie modérée. Elle recevait une allocation de la ville, 5 francs par mois, juste assez pour ne pas crever de faim. Julien, pendant ce temps, vivait à Paris dans l'ignorance totale. Ses parents ne lui avaient rien dit. Pourquoi l'aurait-il fait? Pour eux, le problème était réglé. La domestique était partie, le scandale évité.
Julien écrivait des lettres à ses parents, lettres polies et creuses où il parlait de ses cours, de ses professeurs, de Paris. Il demandait parfois des nouvelles de la maison, mais jamais de Marguerite. Comment aurait-il pu? Leur relation n'existait officiellement pas. Ils s'étaient vus une seule nuit, avaient échangé quelques mots, un baiser, une étreinte. Rien qui justifie des questions. Et pourtant, il pensait à elle. Il pensait à ses mains ajustant son col, à son regard baissé, à sa voix qui tremblait quand elle avait dit « moi non plus ». Le 3 mars 1931, dans une petite salle de l'hôpital de la Croix-Rousse qui sentait l'éther et le sang, Marguerite donna naissance à un garçon. L'accouchement dura 14 heures. Elle hurla jusqu'à s'arracher la voix. Une sage-femme fatiguée lui tint la main en murmurant des encouragements mécaniques. Quand ce fut fini, quand ils posèrent le bébé sur sa poitrine, Marguerite pleura pour la première fois depuis des mois. L'enfant avait les yeux de Julien, le même regard clair, la même expression sérieuse. Elle le nomma Luc, Luc Delon. Pas de père déclaré sur l'acte de naissance, juste une ligne vide là où aurait dû figurer un nom. Les archives de l'état civil de Lyon conservent ce document, preuve administrative d'une absence, d'un père qui existait, mais n'existait pas. Élever Luc seul fut un combat quotidien. Marguerite travaillait le jour, lavant toujours plus de linge, acceptant n'importe quelle tâche. Le soir, elle rentrait épuisée, allaitait son fils, le berçait jusqu'à ce qu'il s'endorme, puis s'effondrait sur son matelas. Parfois, elle le regardait dormir et se demandait si elle avait fait le bon choix en le gardant. Les tours d'abandon étaient pleins d'enfants déposés par des mères désespérées. Personne ne les jugeait vraiment. La société acceptait qu'une femme seule ne puisse pas élever un enfant. Mais Marguerite s'accrochait. Elle inventait des histoires pour Luc avant qu'il s'endorme, des contes sur des héros anonymes, des lavandières courageuses, des ouvriers qui changèrent le monde à force de travail et de dignité. Les années passèrent lentement, marquées par la pauvreté mais pas par le désespoir. Luc grandit dans les ruelles du quartier ouvrier, jouant avec d'autres enfants de familles modestes, apprenant à lire dans les écoles publiques gratuites instaurées depuis la loi Ferry. Marguerite refusait toute charité. Quand des voisines, prises de pitié, proposèrent de l'aide, elle répondait avec fierté « On n'a besoin de personne ». Cette fierté l'isolait mais la maintenait debout. Elle ne voulait pas être vue comme une victime. Elle voulait que Luc grandisse en sachant que le travail et l'honnêteté valaient mieux que la mendicité ou la plainte. Julien, revenu à Lyon après ses études, apprit enfin la vérité en 1936. Ce fut sa tante Mathilde, ivre lors d'un déjeuner de Noël, qui lâcha l'information. « Cette pauvre Marguerite, celle qui est partie enceinte, tu te souviens ?» Julien se figea. Il posa sa fourchette avec un tremblement dans la main. Enceinte. Sa mère changea rapidement de sujet, mais c'était trop tard. Le soir même, Julien interrogea ses parents. Ils confirmèrent, minimisant l'affaire. Une domestique qui a eu des fréquentations douteuses. Nous l'avons aidée financièrement. Elle a refusé. Elle est partie. C'est tout. Mais Julien comprit. Il comprit que l'enfant était le sien, que Marguerite avait tout subi seule pendant 6 ans, que ses parents avaient orchestré le mensonge. Il voulut agir. Il voulut courir vers la guillotière, retrouver Marguerite, reconnaître l'enfant, réparer le mal. Mais son père le rattrapa sur le perron. « Si tu fais ça, tu détruis tout. L'entreprise, ton nom, ton avenir. Cet enfant a maintenant 6 ans. Il a une vie. Que vas-tu lui offrir? Un père qui arrive en sauveur, un scandale qui le marquera à jamais. » Les mots frappèrent Julien comme des gifles. Il resta debout dans le froid de décembre, déchiré entre son désir de justice et la peur de tout perdre. Finalement, il choisit la lâcheté déguisée en pragmatisme. Il utiliserait son argent pour aider anonymement. Il payerait les études de Luc dans une meilleure école. Il veillerait de loin, sans jamais se montrer. Ainsi commença 40 ans de mensonges par omission, de demi-vérité, de vie parallèle. Julien se maria avec Hélène Bertrand, fille d'un associé de son père. Ils eurent 2 enfants. Il dirigea la manufacture avec compétence mais sans passion. Et chaque soir, en buvant son cognac dans le bureau qui avait été celui de son père,
il pensait à ce fils qu'il n'avait jamais tenu dans ses bras, à cette femme qu'il avait aimée une nuit et abandonnée pour toujours. Avril 1952. Luc Delon avait 21 ans quand il franchit pour la première fois les portes de la manufacture textile Morel. C'était une usine de 4 étages en briques rouges, située dans le quartier industriel de Vèze, où les cheminées crachaient une fumée noire qui tachait le ciel. À 6 heures du matin, la sirène hurlait, et des centaines d'ouvriers convergeaient vers les portails en fer. Luc se présenta au bureau d'embauche avec sa carte d'identité, son certificat d'études primaires, et les callosités sur ses mains qui prouvaient qu'il connaissait le travail manuel. On l'affecta à la maintenance mécanique, secteur où l'on réparait les métiers jacquards qui tissaient à la soie et le coton. Il ne savait pas qu'il entrait dans l'entreprise de son père biologique. Pour lui, Morel était juste un nom sur une enseigne, un patron qu'il ne verrait probablement jamais, une machine industrielle où il n'était qu'un numéro. Sa mère lui avait toujours dit que son père était un ouvrier mort, jeune dans un accident. Luc n'avait jamais eu de raison d'en douter. Il avait grandi entouré d'autres enfants sans père, dans un quartier où la mort précoce par maladie ou accident du travail était banale. Les statistiques de l'époque confirment cette réalité. L'espérance de vie d'un ouvrier français en 1930 était de 52 ans, contre 65 pour un bourgeois. Julien Morel, désormais directeur de la manufacture après la mort de son père en 1948, vit le nom Delon apparaître sur la liste des nouvelles recrues. Son cœur s'emballa. Il demanda au chef du personnel de lui montrer le dossier complet. Âge, 21 ans. Lieu de naissance, Lyon. Mère, Marguerite Delon sans profession. Père, inconnu. C'était lui, c'était son fils. Julien resta longtemps devant ce dossier, les mains tremblantes, avant de le ranger soigneusement. Il ne pouvait rien faire d'extraordinaire sans attirer l'attention. Mais il pouvait observer, guider discrètement, s'assurer que Luc reçoive sa chance. Luc se révéla être un excellent mécanicien. Il comprenait instinctivement le fonctionnement des machines, savait diagnostiquer une panne d'un simple coup d'œil, réparait en un quart du temps prévu. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son sens de la justice. Quand un contremaître humiliait publiquement un ouvrier trop lent, Luc intervenait. Quand les cadences devenaient inhumaines, il allait voir les chefs d'équipe pour négocier. Cette attitude lui valut rapidement le respect de ses collègues et la méfiance de certains supérieurs. En 1955, lors des premières élections de délégués du personnel instaurées par les lois sociales d'après-guerre, Luc fut élu représentant des ouvriers. Il avait 24 ans. C'est ainsi qu'il se retrouva, pour la première fois, face à Julien Morel dans une salle de réunion. La pièce sentait le tabac et le cuir des fauteuils. D'un côté de la table, les cadres en costume sombre. De l'autre, les représentants ouvriers en bleu de travail. Julien observait ce jeune homme qui avait ses yeux, la même structure du visage, la même manière de pencher légèrement la tête quand il réfléchissait. Il dut mobiliser toute sa maîtrise pour ne rien laisser paraître. Luc, lui, ne voyait qu'un patron comme les autres, peut-être un peu moins dur que certains, mais toujours du mauvais côté de la barrière. Les négociations étaient tendues. Les ouvriers demandaient une augmentation des salaires, la réduction du temps de travail de 48 à 45 heures par semaine, l'amélioration des conditions de sécurité. Julien savait que ces demandes étaient justes, mais les actionnaires, dont sa propre famille, refusaient toute concession. « Vous défendez trop ces ouvriers, Delon », dit-il lors d'une réunion, répétant exactement ce que son propre père lui aurait dit. Luc le fixa droit dans les yeux. « Quelqu'un doit leur rappeler qu'ils sont des personnes, monsieur, pas des machines qu'on remplace quand elles cassent. » Le silence qui suivit fut lourd. Julien hocha imperceptiblement la tête, comme s'il reconnaissait une vérité qu'il avait essayé d'ignorer. Au fil des mois, une étrange relation se développa entre eux. Pas une amitié, évidemment. La hiérarchie sociale l'interdisait. Mais une forme de respect mutuel, teintée d'une curiosité réciproque, que ni l'un ni l'autre ne pouvait expliquer. Julien trouvait toujours des prétextes pour convoquer Luc aux réunions, pour lui demander son avis sur des questions techniques. Luc remarquait que Morel l'écoutait différemment, qu'il défendait parfois leurs revendications auprès des actionnaires,
même si c'était avec prudence. Les autres ouvriers commençaient à murmurer « Delon a une drôle d'élégance pour un fils de lavandière. Il parle comme ceux d'en haut. » Personne n'imaginait la vérité. En 1955, Luc épousa Anne Moreau, une jeune femme qui travaillait comme dactylo dans les bureaux de la manufacture. Ils s'étaient rencontrés lors d'une assemblée syndicale où Anne prenait les comptes rendus. Elle avait l'intelligence vive, un humour caustique qui détendait les situations les plus tendues, et une fidélité absolue envers ceux qu'elle aimait. Marguerite apprécia immédiatement sa future belle-fille. Anne ne posait pas de questions sur le passé, acceptait la modestie du logement qu'ils louèrent dans la Guillotière, travaillait autant que son mari pour joindre les deux bouts. Le mariage fut célébré à la mairie du 3e arrondissement, suivi d'un déjeuner simple dans un bistrot du quartier. 30 personnes, des collègues ouvriers, quelques voisins, du vin ordinaire et de la terrine maison. Un an plus tard, en février 1956, Anne donna naissance à une fille. Ils la nommèrent Élise. Luc la tint dans ses bras avec une maladresse touchante, terrifié par sa fragilité. Il jura silencieusement qu'elle aurait une vie meilleure que la sienne, qu'elle irait à l'école aussi longtemps que possible, qu'elle choisirait son chemin. Marguerite, devenue grand-mère à 48 ans, pleura en regardant ce bébé qui portait en elle 3 générations de secrets. Elle garda ses larmes pour elle, comme elle avait gardé tout le reste. Les années 1960 apportèrent des changements en France. Le pays se modernisait, les lois sociales progressaient, la classe ouvrière gagnait en dignité. La manufacture Morel s'adaptait, offrait des formations techniques, améliorait les salaires sous la pression syndicale. Julien, maintenant dans la cinquantaine, buvait de plus en plus. Ses enfants légitimes le trouvaient distant, incompréhensible. Sa femme Hélène avait renoncé depuis longtemps à percer son mystère. Elle vivait dans une aile de la grande maison familiale, lui dans l'autre, se croisant à peine. Le soir, enfermé dans son bureau, Julien écrivait des lettres qu'il n'envoyait jamais, adressées à Luc, mon fils, où il couchait sur le papier tout ce qu'il ne pourrait jamais dire. Luc, ignorant de ces lettres, menait sa vie avec une détermination tranquille. Il suivait des cours du soir pour obtenir un diplôme de technicien supérieur. Il défendait ses collègues lors des conflits du travail, négociait âprement chaque avancée sociale, perdait souvent mais ne cédait jamais sur l'essentiel, le respect. Sa fille Élise grandissait entre les deux mondes, celui de l'usine dont ses parents parlèrent le soir, et celui de l'école où elle excellait en littérature et en histoire. Elle était curieuse, posait 1000 questions, ne se satisfaisait jamais des réponses vagues. En 1970, alors qu'Élise avait 14 ans, elle commença à remarquer des incohérences. Pourquoi sa grand-mère Marguerite avait-elle travaillé dans une grande maison bourgeoise? Et pourquoi refusait-elle d'en parler? Pourquoi son père avait-il eu accès à une meilleure école primaire que les autres enfants du quartier, alors que l'argent manquait cruellement? Pourquoi, lors des rares fois où elle avait aperçu M. Morel visitant l'usine, celui-ci avait-il regardé son père avec une expression indéchiffrable, un mélange de fierté et de tristesse? Un après-midi de juin 1973, fouillant dans les affaires de sa grand-mère pour un projet scolaire sur l'histoire familiale, Élise découvrit la photographie. Elle était rangée au fond d'une boîte en fer blanc, enveloppée dans du papier de soie jauni. Une photo en noir et blanc, format 9/13, légèrement pliée au milieu. Un jardin, une famille bourgeoise. Et au premier plan, une jeune domestique ajustant le col d'un adolescent qui penchait imperceptiblement la tête vers elle. Élise reconnut immédiatement sa grand-mère. Jeune, belle, les mains délicates sur ce col blanc. Mais qui était ce garçon? Elle retourna la photo. Aucune inscription, aucune date, aucun nom. Juste le silence du papier vieilli. Élise redescendit dans la cuisine où Marguerite préparait le dîner. « Mamie, qui est-ce » Marguerite se retourna, vit la photographie, et son visage se vida de toutes couleurs. Pendant de longues secondes, elle ne dit rien. Puis, avec une voix cassée par 43 ans de silence, « C'est moi. Je travaillais là-bas. » Élise regarda de nouveau l'image, examina le visage du garçon et soudain comprit pourquoi il lui semblait familier. Ses yeux, cette inclinaison de la tête, c'étaient ceux de son père,
Exactement les mêmes. « Mamie, murmura-t-elle, ce garçon qui est-ce » Marguerite ferma les yeux. Elle avait porté ce secret si longtemps qu'il faisait partie d'elle, comme une cicatrice qu'on ne voit plus. Mais le regard de sa petite fille, ce regard exigeant qui ne se satisferait pas de mensonges, lui fit comprendre que le temps du silence était fini. « C'est Julien Morel », dit-elle simplement. Élise laissa tomber la photo sur la table. Le nom résonna comme une détonation. Morel, le patron de son père, l'homme qui dirigeait l'usine depuis 20 ans. Et soudain, toutes les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place. Les semaines qui suivirent furent pour Élise un mélange de fascination et de colère. Marguerite avait fini par raconter l'essentiel. L'amour clandestin, la grossesse, l'expulsion, les 43 ans de silence. Mais elle avait supplié sa petite fille de ne rien dire à Luc. Il a construit sa vie sur l'idée qu'il est fils d'ouvrier. Lui dire la vérité maintenant le détruirait. Élise promit de réfléchir, mais ne promit rien d'autre. À 17 ans, elle appartenait à une génération qui ne comprenait pas le silence, qui exigeait la transparence, qui refusait de porter les mensonges des autres. Elle commença par observer son père différemment. Chaque geste, chaque mot prenait un nouveau sens. Quand Luc rentrait de l'usine avec cette fatigue dans les yeux, elle se demandait s'il soupçonnait quelque chose. Quand il parlait de M. Morel avec ce mélange étrange de respect et de défiance, elle cherchait des indices. Une fois, elle osa une question. « Papa, tu ne trouves pas bizarre que Morel te convoque si souvent aux réunions ? Il y a d'autres délégués. » Luc haussa les épaules. « Il aime les débats. Ou peut-être qu'il me trouve assez inoffensif pour me laisser parler. » Mais son regard fuyait, comme s'il mentait à lui-même. Anne, la mère d'Élise, remarqua le changement chez sa fille. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Élise hésita. Pouvait-elle partager ce fardeau avec sa mère sans trahir sa promesse à Marguerite? Finalement, elle choisit la demi-vérité. « Je fais des recherches sur l'histoire de notre famille pour l'école, et il y a des choses qui ne collent pas. » Anne la regarda longuement. « Élise, parfois les secrets de famille existent pour de bonnes raisons. Parfois déterrer le passé ne fait que rouvrir des blessures. » Mais ces mots, au lieu de calmer Élise, ne firent qu'attiser sa détermination. Si sa mère aussi savait quelque chose, cela signifiait que tout le monde mentait. En 1974, Élise commença à enquêter méthodiquement. Elle alla aux archives municipales de Lyon, consulta les registres de naissance. Acte de naissance de Luc Delon, père inconnu. Elle chercha dans les annuaires professionnels de 1930, trouva l'adresse de la maison des Morel à l'époque. Elle fit une chose qu'aucune génération avant elle n'aurait osé. Elle se rendit devant cette maison, aujourd'hui transformée en appartement de standing, et imagina sa grand-mère jeune, sortant par la porte de service avec une valise et un ventre rond. Le vrai déclic vint lors de la fête du 50e anniversaire de la manufacture Morel, en mai 1975. L'entreprise organisait une journée portes ouvertes, avec visite guidée, exposition de vieilles machines, buffet pour les employés. Élise, maintenant âgée de 19 ans et étudiante en sociologie à l'Université de Lyon, accompagna ses parents. Dans le hall d'accueil, des panneaux retraçaient l'histoire de l'entreprise. Photographie en noir et blanc de la fondation en 1925, du premier métier jacquard installé, de la famille Morel posant devant l'usine. Et là, parmi ces images, Élise reconnut un visage. Le même adolescent que sur la photo de sa grand-mère. Julien Morel, fils du fondateur, directeur depuis 1948. Elle resta figée devant le panneau. Les ressemblances entre cet homme jeune et son père étaient troublantes. Comment personne ne l'avait-il jamais remarqué? Ou peut-être que certains l'avaient remarqué, mais avaient choisi de se taire, parce que questionner ces choses-là pouvait coûter un emploi. Elle chercha Julien Morel du regard. Il était là, en costume gris, cheveux blancs, 62 ans, serrant des mains, prononçant des discours sur la fidélité et le travail. Quand il croisa le regard d'Élise, quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance inexplicable. Elle s'approcha. « Monsieur Morel. » Il se tourna vers elle avec un sourire poli de circonstance. « Oui ?» Elle sortit de son sac la photographie de 1930, celle qu'elle avait pris l'habitude de garder sur elle. «
J'aimerais vous montrer quelque chose. Elle lui tendit l'image. Julien la prit, et son visage perdit toute couleur. Ses mains se mirent à trembler légèrement. Il regarda Élise, puis la photo, puis de nouveau Élise. « Où avez-vous trouvé cela ?» Sa voix était blanche. « C'est ma grand-mère, Marguerite Delon. Et vous, vous êtes cet adolescent, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Autour d'eux, les gens riaient, mangeaient des petits fours, célébraient. Mais dans leur bulle, le temps s'était arrêté. « Qui êtes-vous » demanda finalement Julien. « Élise Delon, la fille de Luc Delon. Votre fils. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits profond. Julien chancela légèrement. Une main se posa sur son épaule. C'était Hélène, son épouse, qui avait observé la scène de loin. « Julien, ça va ?» Il hocha la tête mécaniquement. Puis, se ressaisissant, il dit à voix basse, « Pas ici, venez demain à mon bureau. 16 heures. Amenez votre père et votre grand-mère si elle le souhaite. » Il rendit la photographie à Élise, mais ses doigts s'attardèrent une seconde de trop sur le papier, comme s'il ne pouvait se résoudre à la lâcher. Ce soir-là, Élise rentra chez elle et fit ce qu'elle aurait dû faire depuis le début. Elle parla à son père. Luc était dans la cuisine, réparant une vieille radio, les mains pleines de graisse. « Papa, il faut que je te dise quelque chose, et je ne veux pas que tu te mettes en colère. Je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout. » Elle sortit la photo. Luc la regarda sans comprendre. « C'est mamie, non ?» Élise hocha la tête. « Et l'adolescent, c'est Julien Morel, ton patron, ton père. » Le tournevis que Luc tenait tomba sur la table avec un bruit métallique. « Quoi ?» Le mot sortit comme un souffle. Elle raconta tout, la confession de Marguerite, les recherches qu'elle avait menées, la confrontation avec Julien Morel cet après-midi même. Luc écouta en silence, le visage de plus en plus pâle. Quand elle eut fini, il resta longtemps sans bouger. Puis il se leva brusquement, renversa sa chaise, sortit de la maison. Anne voulut le suivre, mais Élise la retint. « Laisse-le, il a besoin d'être seul. » Luc marcha pendant des heures dans les rues de Lyon, traversa les ponts sur le Rhône, grimpa jusqu'à la colline de Fourvière d'où l'on voyait toute la ville. Il pensait à sa mère lavant du linge dans des bassines glacées. Il pensait à lui-même, enfant, demandant pourquoi il n'avait pas de père comme les autres. Il pensait à toutes ces réunions face à Julien Morel, à cette étrange complicité qu'il n'avait jamais comprise. Et surtout, il se souvenait d'un détail qu'il avait refoulé. 3 ans plus tôt, lors d'une négociation particulièrement tendue, Morel avait dit quelque chose d'étrange. « Vous me rappelez quelqu'un, Delon. Quelqu'un que j'aurais dû mieux connaître. » Sur le moment, Luc avait pris cela pour une simple remarque. Maintenant, il comprenait. Morel savait. Il avait toujours su. Et pendant 23 ans, il avait regardé son propre fils travailler dans son usine, négocier en face de lui, sans jamais prononcer la vérité. Cette réalisation fut plus douloureuse que tout le reste. Pas l'abandon de sa naissance, pas la pauvreté de son enfance, mais ces 23 années de mensonges quotidiens. Quand Luc rentra chez lui à l'aube, Anne et Élise l'attendaient. Il s'assit lourdement à la table de la cuisine. « On y va demain, tous les 3. Et maman aussi. » Il regarda sa fille. « Tu as bien fait de chercher la vérité. J'aurais dû le faire moi-même depuis longtemps, mais j'avais peur de ce que je trouverais. » Anne prit sa main. « Qu'est-ce que tu veux obtenir de cette rencontre ?» Luc réfléchit longuement. « Pas d'argent, pas de nom. Je veux juste qu'il regarde sa lâcheté en face. Et je veux qu'il explique à maman pourquoi il l'a laissé se détruire seule. » Le lendemain, Marguerite hésita longtemps avant d'accepter. Elle se regarda dans le miroir de sa petite salle de bain. 67 ans, cheveux blancs, mains déformées par l'arthrite. Elle pensa à la jeune fille de 22 ans sur la photographie, celle qui ajustait un col en rêvant d'un avenir impossible. Elle enfila sa plus belle robe, celle qu'elle gardait pour les grandes occasions, se maquilla légèrement, redressa les épaules. « Allons-y, » dit-elle à son fils. « Il est temps que ce mensonge meure. » À 16 heures précises, 4 personnes se présentèrent à l'accueil de la manufacture Morel. Marguerite, Luc, Anne et Élise. Une secrétaire les conduisit au 2e étage, dans une salle de réunion sobre avec une grande table en bois et des chaises inconfortables.
Par la fenêtre, on voyait le hall de production où les métiers jacquards continuaient leur ballet mécanique, différent au drame qui allait se jouer au-dessus d'eux. Julien était déjà là, accompagné de son épouse Hélène qui avait insisté pour venir. Elle savait. Elle avait toujours su qu'il y avait un secret, et elle voulait enfin entendre la vérité de la bouche de son mari. Les deux générations se firent face. Marguerite et Julien se regardèrent pour la première fois depuis 45 ans. Ils avaient vieilli, changé, mais leurs yeux portaient la même histoire. Élise posa la photographie de 1930 au centre de la table. Personne ne parla pendant de longues secondes. Le tic-tac d'une horloge murale semblait assourdissant. Puis Marguerite rompit le silence. 45 ans à porter ça toute seule. Sa voix tremblait, mais elle ne pleurait pas. Pas encore. Julien baissa les yeux. Je n'ai pas d'excuses. J'ai eu peur. Et cette peur m'a transformé en lâche. C'était le début d'une conversation qui allait changer le cours de 4 vies et réparer ce qu'une photographie silencieuse avait gardé secret pendant presque un demi-siècle. La conversation dura 3 heures. 3 heures où 45 ans de silence explosèrent enfin. Marguerite raconta l'expulsion, la pension misérable, l'accouchement solitaire, les décennies de lessive pour survivre. Luc parla de son enfance sans père, des questions sans réponse, de la honte qu'il avait parfois ressentie d'être le fils de personne. Julien écouta tout, les mains crispées sur la table sans tenter de se justifier. Quand vint son tour de parler, sa voix était cassée. J'ai appris ton existence en 1936. Tu avais 5 ans. J'ai voulu venir, reprendre Marguerite, reconnaître mon fils. Mais mon père m'a convaincu que je détruirais 3 vies au lieu d'une. La mienne, la tienne, celle de Marguerite. Il disait que le scandale te poursuivrait toute ta vie, que tu serais marqué comme bâtard, que tu n'aurais jamais d'avenir décent. J'ai cru que payer tes études en secret était suffisant. J'ai cru que veiller sur toi de loin était une forme de paternité. J'avais tort. Il regarda Luc droit dans les yeux. J'ai raté ta vie entière, et aucune excuse ne réparera ça. Luc serra les poings. Vous m'avez vu grandir. Vous m'avez vu entrer dans votre usine à 21 ans. Vous m'avez convoqué à des dizaines de réunions. Vous avez eu 23 ans pour dire la vérité. 23 ans. Et vous avez continué à mentir. Julien hocha la tête. Oui, parce que plus le temps passait, plus dire la vérité devenait impossible. Comment expliquer 20 ans de silence? Comment justifier que je t'ai laissé m'appeler Monsieur Morel alors que tu étais mon fils? Il se tourna vers Marguerite. Je t'ai détruite, je le sais. Chaque soir, en buvant seul dans mon bureau, je pensais à toi. Je me demandais si tu étais heureuse, si tu me haïssais, si tu racontais parfois à notre fils que son père n'était pas mort mais simplement trop lâche pour exister. Marguerite ferma les yeux. Les larmes coulaient maintenant, silencieuses, libérant 45 ans de douleur contenue. Je ne t'ai jamais haï, c'était pire. Je t'ai aimé jusqu'à ce que cet amour devienne du poison. Puis j'ai appris à vivre sans toi, sans espoir, sans attente. J'ai construit quelque chose de propre et de digne avec Luc. Nous n'avions rien, mais nous avions notre fierté. Elle regarda le visage vieilli de l'homme qu'elle avait aimé à 22 ans. Mais tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas que tu m'aies abandonné. C'est que tu aies continué ta vie confortablement pendant que je me tuais à laver du linge. Tu as épousé quelqu'un d'autre. Tu as eu d'autres enfants. Tu as dormi au chaud pendant que je gelais dans des chambres sous les toits. Anne, qui avait écouté jusque-là sans intervenir, prit la parole. Et maintenant, après 45 ans, qu'est-ce que vous comptez faire, Monsieur Morel? Pleurer ne suffit pas. Les excuses ne suffisent pas. Élise renchérit avec cette détermination qui caractérisait sa génération. Si ce secret a traversé 3 générations pour qu'on se retrouve dans cette pièce, quelque chose doit changer, vraiment changer. Pas juste entre nous, mais dans cette usine, dans la façon dont vous traitez les gens qui la font tourner. Elle regarda son grand-père biologique avec une intensité qui le fit reculer. Ma grand-mère a passé sa vie à genoux devant des bassines. Mon père se bat depuis 23 ans pour que ses collègues soient traités avec respect. Si vous voulez réparer quoi que ce soit, commencez par réduire la distance entre cette table et le sol de l'usine.
Julien resta silencieux un long moment. Puis il se leva, ouvrit une armoire, en sortit une chemise cartonnée. J'ai préparé des documents. Je savais que ce jour arriverait. Peut-être pas comme ça, peut-être pas maintenant, mais je savais. Il déposa la chemise sur la table. À l'intérieur, des papiers officiels, des contrats, des projets. Proposition numéro 1. Création d'un fonds de participation aux bénéfices pour tous les employés. 10% des profits annuels seront redistribués équitablement. Proposition numéro 2. Bourse d'études automatiques pour les enfants de tous les ouvriers de l'entreprise. Ils auront accès aux mêmes écoles que mes propres enfants. Il regarda Luc. Proposition numéro 3. Un siège permanent au conseil consultatif de l'entreprise pour toi. Pas comme faveur, pas comme cadeau du patron à son fils secret. Comme reconnaissance de tes 23 ans de travail et de lutte. Luc feuilleta les documents. C'était du sérieux, des engagements juridiques, pas de vagues promesses. « Je ne veux pas de votre nom », dit-il finalement. « Je suis Luc Delon. C'est le nom que ma mère m'a donné, celui que je porte avec fierté. » Julien hocha la tête. « Je le comprends. Mais tes enfants et petits-enfants méritent de connaître la vérité. Pas dans les journaux, pas aux yeux du monde. Mais entre nous, plus de mensonges, plus de secrets. » Il se tourna vers Hélène, son épouse, qui avait observé tout l'échange en silence. « Mes enfants légitimes doivent savoir. Ils ont un demi-frère. Ils doivent apprendre à le connaître, s'ils le souhaitent. » Hélène prit enfin la parole. Sa voix était calme, posée, celle d'une femme qui avait eu 40 ans pour se préparer à ce moment. « J'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un d'autre. Pas son nom, pas son visage, mais une absence dans le regard de Julien. Quelque chose qui manquait, quelqu'un qu'il cherchait. » Elle regarda Marguerite. « Je ne vous en veux pas. Vous étiez là avant moi, et vous avez payé un prix que personne ne devrait payer. » Puis elle se tourna vers Luc. « Bienvenue dans cette famille compliquée. Elle est loin d'être parfaite, mais elle est la vôtre autant que celle de mes enfants. » Le soleil commençait à décliner quand ils sortirent de la salle de réunion. Dans le hall de production en dessous, les ouvriers terminaient leur journée. La sirène retentit, marquant 18 heures. Des centaines d'hommes et de femmes se dirigèrent vers les vestiaires, les mains sales, le dos fatigué, les yeux usés. Élise regarda cette marée humaine et comprit quelque chose d'essentiel. Cette histoire n'était pas juste celle d'une famille. C'était celle de milliers de gens séparés par des barrières invisibles de classe, de naissance, de privilèges. La photo de 1930 avait capturé un instant de transgression. Une domestique touchant un jeune maître, un regard échangé malgré les interdits. Mais il avait fallu 3 générations pour transformer cette transgression en changement réel. Les mois qui suivirent virent des transformations concrètes. Le fonds de participation fut créé, les premières bourses attribuées. Luc intégra le conseil consultatif et découvrit qu'il pouvait influencer les décisions de l'intérieur, pas seulement les contester de l'extérieur. Julien, de son côté, commença à réparer ce qui pouvait l'être. Il invita Marguerite à déjeuner 1 fois par mois. Non pas pour ressusciter un amour mort depuis longtemps, mais pour parler, pour se raconter les années perdues, pour construire une forme d'amitié tardive. Hélène accompagnait parfois ces déjeuners, créant un trio improbable. L'épouse légitime, l'ancien amour, et l'homme qui les liait tous les deux. Les enfants légitimes de Julien, Robert et Madeleine apprirent la vérité. Robert, l'aîné, mit du temps à accepter. Il voyait en Luc une menace, quelqu'un qui venait réclamer sa part d'héritage. Mais Madeleine, plus jeune, plus ouverte, chercha à connaître ce demi-frère dont elle ignorait l'existence. Elle rencontra Anne, puis Élise. Elles découvrirent qu'elles avaient le même sourire en coin, la même façon de pencher la tête quand elles réfléchissaient. Des gènes qui ne mentent pas, des ressemblances que 45 ans de silence n'avaient pas effacées. En 1978, Marguerite mourut paisiblement dans son sommeil, à 70 ans. Elle était dans son petit appartement de la Guillotière, celui qu'elle avait acheté avec ses économies de lessive, sa première propriété à 58 ans. À son chevet, Luc et Anne avaient veillé. Ses derniers mots furent pour son fils. « Je t'ai donné mon nom. Tu lui as donné sa dignité. C'est suffisant. »
Lors de l'enterrement, Julien se tint à l'écart, respectant la volonté de Marguerite qui avait demandé qu'il ne fasse pas de discours. Mais Élise le vit pleurer, seul sous un arbre du cimetière, pleurant la femme qu'il avait aimée une nuit et trahi une vie entière. Julien lui-même mourut en 1982, d'une crise cardiaque à 69 ans. Dans son testament, il légua une partie de ses biens personnels à Luc, non comme compensation, mais comme reconnaissance. Et il laissa une lettre, écrite de sa main tremblante, adressée à Élise. « Tu as fait ce que 3 générations n'ont pas osé, dire la vérité à voix haute. Tu as transformé notre honte en quelque chose de propre. Continue, change ce monde injuste, rends-le meilleur que celui dans lequel ta grand-mère et moi nous sommes aimés puis perdus. » Élise garda cette lettre, la rangea dans la même boîte en fer blanc où sa grand-mère conservait la photographie de 1930. Elle obtint son diplôme de sociologie, puis devint conseillère en droit du travail. Elle passa sa vie à défendre des femmes dans des situations similaires à celles de Marguerite, des mères célibataires, des employés exploités, des gens invisibles que la société préférait ignorer. Et quand elle eut ses propres enfants, elle leur montra la photo, leur raconta l'histoire complète, sans rien cacher. Votre arrière-grand-mère ajustait le col de cet adolescent. Elle l'aimait, il l'a abandonné. Mais 3 générations plus tard, nous avons transformé cette histoire en quelque chose d'important. Nous avons prouvé que la vérité, même tardive, vaut toujours mieux que le mensonge confortable. En 1995, alors que Luc avait 64 ans et prenait sa retraite après 43 ans dans la même usine, la direction de la manufacture Morel, désormais présidée par Madeleine Morel, organisa une cérémonie. Luc reçut une médaille d'honneur pour son engagement syndical et sa contribution au bien-être des employés. Dans son discours, Madeleine dit quelque chose qui surprit tout le monde. « Luc Delon n'est pas seulement un collègue exceptionnel, c'est mon demi-frère, et je suis fier de travailler dans une entreprise qui l'a aidé à humaniser. » Le silence qui suivit fut bref. Puis des applaudissements éclatèrent. Pas de scandale, pas de honte, juste de la reconnaissance. Aujourd'hui, la photographie de 1930 n'est pas accrochée dans un musée. Elle n'est pas exposée dans un livre d'histoire. Elle est rangée chez Élise, dans la boîte en fer blanc qui a traversé 3 générations, aux côtés des lettres que Julien n'a jamais envoyées, des actes de naissance, des certificats de mariage, des preuves tangibles que des vies furent vécues, des erreurs commises, des réparations tentées. Élise la sort parfois, la montre à ses petits-enfants. Regardez bien, cette femme, c'est votre arrière-arrière-grand-mère. Ce garçon, c'est votre arrière-arrière-grand-père. Entre eux, il y a eu de l'amour, de la lâcheté, du silence, et finalement, du courage. Pas le leur, le nôtre. Le courage de dire la vérité quand ils n'ont pas pu. La manufacture Morel existe toujours. Elle a été modernisée, diversifiée, humanisée. Les ouvriers ont des contrats décents, des salaires justes, une participation aux bénéfices. Ce n'est pas le paradis, mais c'est mieux. Et sur une plaque discrète dans le hall d'entrée, on peut lire « En mémoire de tous ceux qui ont construit cette entreprise, quelle que soit leur place dans la hiérarchie. Le travail n'a pas de classe, seulement de la dignité. » Cette phrase, c'est Luc qui l'a écrite, et c'est Madeleine qui l'a fait graver. Aimer quelqu'un que le monde vous interdit d'aimer est peut-être le geste le plus dangereux. Mais laisser cet amour pourrir en secret est pire. Marguerite et Julien ont payé le prix de leur époque, de ces règles cruelles, de ces silences imposés. Mais leurs descendants ont refusé de perpétuer le mensonge. Ils ont choisi la vérité, même imparfaite, même tardive. Et dans cette vérité, ils ont trouvé non pas un conte de fées, mais quelque chose de plus précieux, la possibilité de regarder le passé en face et de construire un avenir différent. La photographie de 1930 ne montre pas un baiser, pas une déclaration d'amour. Elle montre juste une main ajustant un col. Mais dans ce geste simple, il y avait tout. L'espoir, la transgression, le secret qui allait façonner 3 générations. Et maintenant, enfin, ce secret peut reposer en paix, non pas oublié, mais compris, accepté et transformé en quelque chose qui ressemble enfin à la justice.
Parfois, les secrets que les familles portent en silence finissent par façonner des générations entières. Et même quand la vérité émerge tard, elle peut encore réparer ce que la peur, la honte et les barrières sociales ont détruit. Cette histoire fictionnelle, mais profondément inspirée de réalités humaines de notre passé, nous rappelle que le courage d'affronter ce qui a été caché peut transformer une vie, une famille, et parfois même une communauté entière. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous fait ressentir? Avez-vous déjà découvert un secret familial qui a changé votre façon de voir vos proches? Pensez-vous que certaines vérités doivent attendre, ou doivent toujours être révélées, peu importe le moment? Si vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin, écrivez le mot « vérité » dans les commentaires. C'est notre façon de savoir que cette histoire vous a touché. Dites-nous aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si vous le souhaitez, partagez une mémoire ancienne, un récit transmis par vos grands-parents ou vos ancêtres, quelque chose qui pourrait un jour inspirer une nouvelle histoire pour cette chaîne. Merci à ceux qui prendront ce temps précieux. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche et de partager la vidéo avec quelqu'un qui apprécie les récits humains, émouvants et porteurs de sens. Et cliquez sur le quart final pour découvrir notre prochaine histoire. Merci de faire vivre ce travail et à très bientôt pour une nouvelle page d'émotion et de mémoire.